Radio Sainte-Marie sur 99 MHz. Chronique, magazine, temps de prière, musique, communiqué. Radio Sainte-Marie, la voix du Christ qui nous dit: Église du Gabon, lève-toi et marche. Très chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria à Libreville, je vous salue depuis notre studio et vous souhaite plein de bonnes choses durant cette journée. Et justement, en parlant de belles et de grandes choses, aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir ici, chez nous, dans le cadre d'une interview spéciale, le père Don Steve Gaston Bobongo, ici présent, prêtre du diocèse de Pointe-Noire en République du Congo, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 13 décembre 1998 à la cathédrale Saint-Pierre apôtre à Pointe-Noire. Il est professeur de philosophie, 3e grade, coordonnateur du premier cycle, c'est-à-dire de la licence en philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, campus de Nkolbison à Yaoundé, au Cameroun, depuis l'année 2016. Et il est en même temps, aujourd'hui, doyen ad interim de la dite faculté. Mon père, vous êtes expert scientifique de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, en abrégé ACERAC, depuis 2019. Vous êtes écrivain, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui vient de paraître et qui s'intitule « Penser l'Afrique avec Marcus Ndogmo et Kamana, perspective et horizon ». Vous me corrigerez, bien sûr, professeur, vous avez encore plusieurs titres sous votre chapeau, mais si nous les énumérons tous pour nos auditeurs et auditrices, il se peut que cela prenne l'essentiel de notre entretien. Commençons donc. Bonjour mon père, bonjour professeur. Bonjour docteur. Oui, j'espère que vous allez bien et que votre séjour au Gabon se déroule très bien avec la grâce de Dieu. C'est un séjour exceptionnel. Exceptionnel, mon oui. Père. J'ai pris 5 kilos. 5 kilos. La nourriture gabonaise, vous... C'est au-delà de la nourriture, l'ambiance, c'est-à-dire la fraternité. Et cette capacité à relationner, à être avec les autres, avec les pères évêques, avec les ordinants. J'ai pensé à une ordination et ça donne du tonus au niveau de l'être. De l'être, en effet. C'est cela. Vous êtes venu au Gabon en particulier pour participer à l'ordination d'un de nos confrères, l'abbé Vincent Mandaka du diocèse de Franceville. Effectivement, je le disais hier, un peu avant-hier, au cours de sa première messe, je disais que j'ai reçu mon petit génie du Gabon. Et parce que je suis venu parce qu'il est mon étudiant, je l'ai enseigné cette année. Oui. Et puis je suis son responsable au niveau de la faculté. Comme vous l'avez dit, je suis le doyen de la faculté, donc à ce titre. Et en tant que prêtre, et lui futur prêtre, j'ai pensé qu'il fallait que je vienne. Je l'ai fait pour d'autres prêtres, dont l'abbé Michael et notre regretté Hervé, le père Hervé et consort. Donc je suis venu aux ordinations. Il faut accompagner les plus jeunes pour le futur de la vocation, pas seulement des savoirs, mais aussi de la pratique vocationnelle au niveau international. Merci beaucoup mon père. Donc en mon nom propre et au nom de tous nos collaborateurs ici à Radio Sainte-Marie, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre studio et une bonne continuité, une bonne fin de votre séjour. Je crois bien que vous êtes sur le point déjà de rentrer sur le Cameroun à Yaoundé. Et je suis content de voir parce que vous avez été mon étudiant, l'un des plus brillants. Donc un génie en appelle un autre, hein, Bena, Ratanga. Tous ces noms, ces jeunes que j'ai formés, je suis très content de vous voir à des postes de responsabilité et le sérieux avec lequel vous prenez cette interview. Hein. On sent qu'il y a de la graine, il y a quelque chose. Donc je suis très content, je vous remercie de me faire cet honneur. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait cet honneur de venir parler. Je connais le monde des médias. J'ai collaboré au niveau des médias dans mon diocèse de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et je fais des interviews. La dernière était à la CRTV, à la radio nationale des télévisions camerounaises. Et je vous remercie. Et ce passage a été très intéressant, on va peut-être en reparler. Oui. Surtout, assister à l'émergence d'une église après 175 ans. Je crois qu'on va y revenir, on ne va pas brûler les étapes. Mais ma présence ici est significative. Et à la dernière minute, je découvre un livre qu'on m'avait caché, celui de Monseigneur Yves Edgar, de 175 ans bicentenaire, les défis de l'Église du Gabon. Il y a quelque chose à dire sur ce livre et je donnerai mon point de vue, je l'ai dit à l'auteur et aux uns aux autres. Bien mon père, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria,
L'objet de cette émission spéciale est de connaître dans les détails l'être, la personne du professeur, du père Don Steve Gaston Bobongo, qui est notre invité spécial de ce jour. Donc, pour vous connaître, pour que nos auditeurs vous connaissent, mon père, nous avons élaboré un plan d'interview en 2 principales parties. La première série de questions aura pour vocation de vous connaître un peu mieux dans le cadre du monde de la science, premièrement, dont vous êtes un expert, la philosophie en particulier. On parlera alors de votre parcours professionnel et de tout ce qui a lien avec cela. Nous aborderons votre parcours religieux, sacerdotal, dans la seconde partie de notre émission. Alors mon père, pouvez-vous nous parler un peu de vous-même, ou vous présenter à nos auditeurs et auditrices, nous présenter un peu votre parcours professionnel et les moments clés qui vous ont mené à là où vous êtes aujourd'hui? Merci, c'est une question délicate, une question qui demande beaucoup d'intelligence parce qu'il faut synthétiser. Nous, en tant que prêtres, au niveau de notre parcours philosophique, c'est toujours au grand séminaire que tout commence. Et nous avons eu des enseignants formidables. Il y a un de nos enseignants, Monseigneur Daniel Mizonzo, qui continue à enseigner jusqu'à aujourd'hui, qui est notre maître. Il nous a engendrés dans les savoirs philosophiques. Il nous a donné le goût du savoir, c'est-à-dire que au-delà de faire le parcours philosophique, mais aimer la science, aimer la recherche. Donc c'est né de cela. Et puis cette volonté de vouloir comprendre les choses, de vouloir comprendre la réalité, de vouloir connaître les productions philosophiques, de lire. On a une expression et je vous l'ai transmise, il faut lire sinon tu vas mourir. Donc pour dire qu'on a eu ce goût dès le grand séminaire et puis il y a eu approfondissement. Personnellement, donc j'ai fait le grand séminaire, j'ai fait le premier cycle, après j'ai été ordonné prêtre, donc après le grand séminaire c'était 7 ans de formation, entrecoupé par un stage. Et j'ai très vite été envoyé, donc pour le stage déjà j'avais été envoyé au séminaire propédeutique chez nous, au diocèse dans le sud de Pointe-Noire, pour enseigner la philosophie. Donc, il y a eu cette continuité entre le premier cycle, entre le philosophat et le théologat. Ensuite, après 2 ans de pastoral, j'ai été envoyé, après 4 ans de pastoral plutôt, j'ai été envoyé au cycle à l'Université catholique d'Afrique centrale pour le premier cycle. Oui. Donc il y a eu approfondissement et j'ai découvert d'autres personnalités qui nous ont intéressés, dans le doyen Claude Perrault, de regretter mémoire, une personnalité très importante. Et ensuite, je suis revenu enseigner au grand séminaire, d'abord faire la pastorale encore et enseigner au grand séminaire. Et après cela, je suis parti faire le doctorat. Donc le parcours intellectuel, le parcours académique, disons, de formation en vue du doctorat, donc 3e cycle, a été marqué par des années de pastoral et d'enseignement, ce qui a été on pourrait dire un plus. J'ai eu beaucoup de chance, travailler à faire le doctorat avec la grâce de Dieu. J'ai eu le prix de la meilleure thèse de doctorat en Europe, la grégorienne, comme j'aime dire de façon un peu sur les blancs. J'ai été premier sur les blancs au niveau des 11 facultés et établissements de la grégorienne. J'ai eu le premier prix, meilleure thèse de doctorat, ce qui a donné aussi une certaine splendeur, une certaine marque. Et très vite, quand je suis revenu, j'ai commencé à enseigner encore. J'ai été affecté au grand séminaire à Brazzaville. Oui. Et j'ai été envoyé après un test, après un choix, parce que c'est pas donné à mon lieu de formation des émissions, donc à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors c'est un parcours de travail, On peut dire qu'il y a le génie, oui, puisque beaucoup aiment dire que le père Steve est intelligent. L'intelligence c'est quelque chose, mais le travail c'est autre chose encore. Donc comme vous, comme je vois, donc j'ai travaillé avec des sacrifices. Il faut travailler, il faut être à la hauteur des défis de la société. Donc j'ai commencé un parcours. J'ai eu une épreuve très difficile quand je suis arrivé, jeune enseignant. On soupçonnait que je connaissais tout. C'est ce qui veut dire ceci, mon père. Quand il y avait un enseignant qui manquait, on me donnait le cours. Et même à 2 semaines, c'est vrai, on n'est jamais spécialiste. Tu ne peux pas être spécialiste de la médecine, non. Tu es spécialiste de la médecine infantile. Tu es spécialiste, par exemple, de la chirurgie, peut-être des adultes, c'est pas. Donc, alors moi, dans mon premier parcours, ça a été un grand défi. Écrire des cours, même sur des domaines où je n'étais pas vraiment. Alors, mais cela, après, a été un bénéfice. Donc ça, c'est l'un des défis. Donc, dans la formation, dans la discipline de formation, obéir au responsable qui te dit, mon père, il faut faire ce cours, écrire ce cours à 2 semaines, mais j'ai été à la hauteur.
Mais après, ça a apporté beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Alors, je suis devenu presque expert de, de tous les domaines de la formation philosophique. Et ça m'a aussi apporté un peu de gain parce qu'après, on appelait pour un colloque. Même si je n'étais pas spécialiste, j'avais préparé un cours et travaillé le domaine. Donc, ce qui avait été une difficulté pour moi au départ a été très fructueux. Et j'ai été nommé coordinateur du premier cycle. Ensuite, aujourd'hui, depuis une année déjà, doyen. Donc, voilà un peu quelques petites étapes, comme ça, des difficultés, des joies aussi, mais surtout la discipline de travail, la rigueur, parce qu'on a beaucoup de sollicitations de l'altérité, du dehors, mais il faut travailler pour produire du fruit dans les publications. Merci. Merci beaucoup, mon père. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, nous sommes avec quelqu'un de très inspirant, de très discipliné et qui nous inspire vraiment à suivre ce modèle-là afin d'atteindre les différents objectifs que nous nous fixons, surtout dans le domaine de la science. Et mon père, justement, parlant de philosophie, qu'est-ce qui vous a inspiré pour choisir en particulier cette science, la science philosophique? J'ai déjà dit, j'ai déjà répondu, c'est-à-dire que c'est le fait de voir des idées, comme quand on devient prêtre, quand on voit quelqu'un qui célèbre, ça donne du goût. Donc, nous avons été un peu initiés, un peu portés, nous avons été admiratifs de personnalités. J'ai parlé donc de Monseigneur Daniel Mizonzo. Donc, il y a ce goût-là, mais au-delà de ce goût primitif, au grand séminaire, nous avons découvert l'importance de parcourir le réel, de comprendre un peu les enjeux du monde. Et puis, devenu prêtre, il y a un autre type de formation. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le grand séminaire là où il y a un parcours pour devenir prêtre. C'est maintenant un parcours académique, un parcours universitaire en tant qu'étudiant pour avoir une qualification, pour participer à la formation des jeunes. Oui. Donc, il y a plusieurs étapes d'inspiration et de quête. Et puis, bien sûr, en tant que chercheur maintenant, aujourd'hui confirmé, puisque je suis professeur, aujourd'hui confirmé, il y a encore un travail encore plus important. Alors, pour déjà enjamber sur les autres aspects. Donc, aujourd'hui, de cette inspiration primitive qui était peut-être naïve, on voit quelqu'un qui parle de l'antophénoménologie. Vous êtes content de la transcendantalité transcendantale de l'ego transcendantal. Vous ne comprenez rien, mais vous êtes content. Ça vous donne le goût de travailler, d'avancer. Oui, et maintenant, aujourd'hui, on a des défis. Par exemple, dans mes publications récentes, j'ai un défi dans mon travail. On va y arriver, moi. Justement, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés durant ce parcours-là et comment les avez-vous surmontés? Donc, j'ai répondu aussi. J'ai parlé du défi d'abord de cette discipline de travail. Parce que, écoute, quand on voit un Africain, je vais vous prendre un exemple. J'étais dans une classe doctorale, on était 13 étudiants. Il y avait 2 noirs et il y avait 11 blancs. Excusez-moi un peu d'être... Donc, en fait, il y a eu un problème dans la classe, il y a eu un plagiat. Moi, je savais que j'avais travaillé. Et l'autre, comme il était aussi lingalophone comme moi, donc la RDC, je l'ai regardé, j'ai dit, mon gars, est-ce que tu as bossé là? Il dit, j'ai travaillé. J'ai dit, dis-moi pour qu'on ne puisse pas avoir la honte. Parce que quand on est devant, c'est un truc international. Bien sûr. Toute la classe est retournée sur nous. Vous avez 2 nègres. Il y a eu un plagiat. Ce sont les noirs qui ont plagié. Moi, je savais que j'ai travaillé. Et j'ai demandé à l'autre, il a dit qu'il a travaillé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au professeur qui était un Allemand de nous dire qu'il y a, puisque la classe est retournée pour voir les 2 noirs qui ne peuvent que plagier parce qu'ils sont noirs. Donc, le professeur a dit non, on ne peut pas dire. Il faut dire. Et on a dit que c'était un blanc qui avait plagié, excusez-moi, et c'était le chaos. Alors, c'est pour dire que si je prends cette exemple, pas pour critiquer des gens, pour dire que au cours de la formation, la discipline du travail, au-delà de ce qu'on peut dire, on peut soupçonner l'intelligence. Donc, ce défi-là, ce défi aussi de produire un travail de qualité. Parce que, bon, quand on dit un peu noir, jeune enseignant et consort africain, non, ils ne sont pas vraiment. Donc, cette percutance-là demande d'être assis, demande de prendre du temps et demande aussi d'avoir des sources traçables, donc les livres et consorts. Donc, ce sont ces éléments-là qui m'ont permis de me constituer une personnalité heuristique, au-delà de la jeunesse, au-delà des passions. Nous avons des passions, hein, les Bantous ont les passions. Hein. Mais au-delà de cela, on s'est construit des personnalités heuristiques, au-delà, qui ne reflètent plus
qui vont au-delà donc de ce soupçon de jeunesse, ce soupçon de noir qui ne peut pas travailler, arriver à un certain niveau. Aujourd'hui, nous travaillons et nous sommes devenus des références et nous voulons vraiment communiquer ces idées, communiquer ces façons de faire, surtout communiquer ce que moi j'appelle, ce que je travaille depuis 5 ans aussi, une vision à la jeunesse, oui. Très bien, professeur. Et justement, en parlant de réalisation, quelles sont celles, ou du moins l'une ou l'autre que vous avez accomplies dans votre parcours et qui vous rendent le plus fier? Alors, aujourd'hui, la réalisation, le philosophe est celui qui travaille à l'éveil des consciences, celui qui travaille à l'élévation de la société, comme dirait Platon, celui qui travaille à la conscientisation, à la responsabilisation des individus, des personnes. Alors, le premier travail que j'ai voulu faire, moi je suis issu du Congo-Brazzaville. Dans mon pays, il y a des prêtres, oui, super intelligents, plus intelligents que moi, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, moi, je peux dire l'une des réalisations que j'ai faites personnellement avec certains amis, c'est de conglomérer, de mutualiser les efforts de réflexion, de partager la vision. C'est ceci. On a des amis, il enseigne aux États-Unis, il est super intelligent, il produit des livres, mais il ne travaille pas avec les autres. Donc, il est intelligent pour lui. Et pour peut-être, il va aller avoir quelque chose à Paris, à Nantes et en Allemagne. Alors, nous avons fait l'effort, j'ai fait l'effort avec un petit groupe, aidé toujours par notre maître, Monsieur Denis Mizozo, de mettre ensemble les forces intellectuelles. On a créé un groupe qu'on appelle le GIRES, groupe interdisciplinaire de recherche de l'Église de la société, qui est un rayonnement mondial. C'est ce que je propose aussi à Monseigneur Yves Edgar, de créer ce centre international de recherche sur l'Église du Gabon, sur la pastorale de l'Église d'Afrique. Donc on a créé et nous avons produit, nous sommes au 2e et au 3e numéro, et nous avons plus ou moins patronné avec la confiance des évêques qui ont vu qu'il y a un groupe, la confiance même du Vatican, qui nous a reconnus. Et les gens me disaient, et des amis disaient que Steve, non, le Congolais ne peut pas travailler avec un autre. C'est un égo surdimensionné. Le Congolais comme l'Américain, il connaît tout. J'ai dit non, il faut croire à la vision d'ensemble, de faire quelque chose de concret. Alors cette vision que j'ai apportée avec quelques amis est plus importante que la vision de certains aînés qui étaient très puissants, mais qui travaillaient seuls. Donc, pour représenter, dans cet élan aussi, j'ai concrètement aidé beaucoup de jeunes à se mettre ensemble, parce que nous avons créé un groupe élitiste, je ne peux pas te le cacher, on peut mettre tout le monde. Donc j'ai aidé, on a des jeunes, un jeune qui vient de studier avec brio, il a eu Soumakoum Laude, de l'abbé Fabrice, à Lugano, donc en Italie. Ils se sont mis ensemble sur notre tuilage. On a été tuilés, coachés par des aînés. Nous coachons des groupes pour qu'ils travaillent sur des domaines. Alors, il y a la transmission de la vision, la transmission de cette capacité à réfléchir ensemble et à travailler pour les intérêts de l'Église et de la société africaine et congolaise. Pour moi, ce sont des réalisations concrètes, au-delà du travail académique que je fais, des parcours innovants pour un prêtre, professeur, chercheur. Écrire un livre, j'ai écrit plusieurs livres, était quelque chose de concret. Mais il y a le partage donc des savoirs, le partage de la vision et le partage des défis qui ne seront plus vus d'un point de vue, on pourrait dire, de l'ipsé, donc du moi, mais d'un point de vue du bisso, donc de nous. Donc pour moi, je peux dire au niveau de la recherche, c'était quelque chose de concret. Parce que nous allons proposer des choses, les jeunes que nous avons aidés vont proposer des choses pour aider le plus grand nombre. À vous entendre, mon père, professeur, vous êtes quelqu'un de très motivé, de très passionné par cette vocation, cette vision que vous avez de travailler non pour l'entretien du moi, c'est-à-dire un travail, on peut dire individualiste, mais pour partager le savoir et ensemble, voilà, former des groupes qui puissent influencer positivement le réel, la société. C'est cela. Oui. Et donc vous avez un grand intérêt à travailler à la collaboration, aux échanges, à l'ouverture d'esprit et à la création de réseaux de partenaires, les partenaires dans les domaines que vous avez cités, le domaine ecclésial ou encore le domaine de la philosophie. Aujourd'hui, vous avez cité certains groupes-là, le GRS, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a des pistes que vous pouvez encore donner aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, qui sont vraiment intéressés par cette thèse que vous défendez? Oui, les pistes, il y a plusieurs pistes. De nouvelles pistes, oui. Les pistes, en fait, un chercheur doit être marqué par une qualité fondamentale pour aller de l'avant.
Et avant de continuer, je dirais, il ne faut pas oublier que je voulais qu'on parle un peu de la faculté de philosophie aussi. Oui, bien avant sûr. d'enjamber l'autre domaine. Très bien, oui. Donc, un chercheur doit être marqué par l'humilité, je peux dire, certains diraient, c'est aller prendre par l'expérience des autres. Des gens ont travaillé. Donc, la première piste, il faut voir ce qui a réussi chez les autres et le ramener. On appelle ça la tropicalisation. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, dans les extrêmes, on pourrait dire un vol. Non, c'est pas le vol. C'est-à-dire, les autres ont travaillé, on prend, on amène. Et j'ai vu cette expérience très positive. Pourquoi je parle de l'humilité? Excuse-moi, je vais utiliser un mot rébarbatif. Excuse-moi, la gonflologie. Il y a des gens, ils sont forts, ils sont intelligents. Ils sont gonflés pour rien. Donc, pour moi, l'humilité est une vertu que j'ai vue chez les grands chercheurs. Ça permet, excusez-moi, de boire une bière avec un jeune. De partager, de se faire lire. Moi, j'ai dit, les gens disent, mais tu écris comment? Je dis, non, ce sont les étudiants qui lisent mes livres, qui me corrigent. Les gens ne croient pas. Les étudiants sont toujours plus intelligents que leurs profs. Alors moi, ce sont les étudiants. Donc, quand vous avez cette vision-là, vous allez donc aider déjà ceux qui vous côtoient à comprendre certaines choses de la réalité. Maintenant, au plan institutionnel, j'ai l'avantage. Aujourd'hui, j'ai été coordonnateur. Bon, j'ai travaillé aussi un autre titre que vous ne connaissez pas. Je suis le délégué du recteur chargé de la coopération internationale. Donc, c'est ce partenariat. Mais ce que j'ai amené, moi personnellement, au niveau du partenariat, je pourrais dire institutionnel, c'est ceci. J'ai vu les contrats que l'Université catholique, par exemple, là où je suis, avec les universités, on est tourné vers l'Occident. J'ai pensé donc la vision africaine que je défends dans tous mes travaux, la vision africaine, la vision stratégique africaine. J'ai pensé donc d'abord à un partenariat africain. Donc j'ai proposé un texte pour conglomérer 4 universités catholiques et qui est devenu le G4 Catho, donc 4 universités. C'est moi qui l'ai proposé et tous les recteurs des 4 universités ont récupéré. C'est devenu un partenariat international qui s'est transmué en U5, c'est-à-dire l'Université de Madagascar s'est associée à l'Université catholique d'Afrique centrale, à l'Université catholique du Congo, donc Kinshasa, à l'Université catholique du Rwanda, donc UCAR, et à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Mais je l'ai proposé pourquoi? Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas travailler. Donc j'ai pris l'esprit de travail en tant que philosophe et je l'ai amené au niveau institutionnel. Nous avons créé le U5 qui est fonctionnel pour que les universités catholiques attaquent les questions sociales, la question du ranking, donc la qualité universitaire ensemble. Donc c'est cette vision-là. Il faut chercher des bons partenaires parce qu'il y a un autre problème derrière. Nous avons des anthropologies, des épistémologies qui sont peut-être anticléricales. Nous n'avons rien contre ces anthropologies, mais nous avons une vision chrétienne à défendre. Donc nous devons chercher des partenaires. S'ils nous aident, ils ne nous imposent pas des choses de l'extérieur. Nous travaillons à l'émergence de la vision catholique qui est scientifique, qui a fait ses preuves à travers le monde, malgré les erreurs depuis des siècles. Et maintenant, nous voulons donc ces réseaux. Mais le réseautage doit commencer à ras le sol avec des amis. Toi, tu as un réseau avec Ratanga. C'est un réseau fraternel que j'ai décidé que ça devienne un réseau de travail. C'est comme cela. Nous avons des réseaux, parfois des jeunes que j'ai vus. J'étais en Zaï, on ne sait pas où, les réseaux de la bière. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais ce réseautage fondamental de la fraternité doit devenir un réseautage qui porte du fruit. On va maintenant mettre de l'argent ensemble pour aider une maman qui est malade. On quitte la bière, on va dans le concret. On va faire un projet de cultiver un champ. On quitte maintenant l'entraide simple pour travailler. Donc moi, c'est ça, la potentialisation du réseautage. Et ça va devenir des réseaux institutionnels, non? Un tel est devenu directeur de ceci, le père Abena, directeur de la radio, un tel directeur, et on conglomère les visions. Donc, c'est pour répondre à la question du partenariat et pour donner des idées. Et en ce sens, au Cameroun et même au Gabon, il y a ce qu'on appelle des associations, des mutuelles. On doit quitter une vision simpliste pour aller à une vision d'élévation de la société gabonaise, de la société africaine, à ce niveau-là. Merci, mon père, pour tous ces éclairages. Tout à l'heure, vous soulignez un aspect, c'est l'atterrissage où vous êtes en train de germer, en l'occurrence, à l'Université catholique d'Afrique centrale, en abrégé UCAC, qui est une université dont le rayonnement n'est plus à démontrer. Voilà, tous les étudiants qui sortent de l'UCAC sont de véritables experts dans les domaines qu'ils ont étudiés.
Maintenant, mon père, vous êtes doyen ad intérim de la faculté de philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale, en particulier dans le campus de Nkolbison à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'UCAC dans son ensemble et la faculté de philosophie dans sa particularité? Alors, l'UCAC est un établissement qui a été créé par les évêques d'Afrique centrale en 91, avec l'appui du pape Jean-Paul II, qui était venu même au Cameroun pour un ensemble d'événements, et avec aussi la vision des laïcs qui voulaient un institut supérieur où l'enseignement, la recherche, au lieu d'envoyer des étudiants à l'étranger, on pouvait créer quelque chose pour former des laïcs et pour former des prêtres compétents afin de participer à la mission d'évangélisation. Et au niveau fondamental de la vision épiscopale, la vision vaticane pour le CAC, c'est la vision humaniste, un humanisme chrétien qui promeut des valeurs, les valeurs de justice, les valeurs de paix, les valeurs de concorde, d'amitié, de vivre ensemble, des valeurs aussi de recherche, c'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de suggérer aussi aux amis, à Monseigneur Edgar et aux autres, la pastorale de la rationalité, c'est nous qui devons l'amener. Donc ces éléments-là ont été travaillés à un niveau et ont été institutionnalisés. Nous avons donc le CAC avec plusieurs facultés, aujourd'hui à la faculté de théologie, qui est l'alma mater, la faculté mère, et la faculté de philosophie, le département de droit canon, la faculté de sciences et de gestion, l'école des sciences de la santé, qui est une école ancienne du Cameroun qui a été agrégée à l'université. Il y a donc la faculté des sciences, l'école du CAC-ICAM, qui est et au Cameroun et au Congo-Brazza, qui forme des ingénieurs. Il y a eu l'agrégation de nouvelles facultés. Bon, je cite aussi le département de droit canon. Et nous avons, les évêques ont créé une nouvelle faculté. C'est une faculté, c'est prometteur, c'est-à-dire la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous sommes déjà à 700 étudiants en moins de 3 ans. Hein, on a dépassé même. On atteint vers le millier. Donc, il y a eu cela. Et il y a eu ce qu'on appelle la sous-régionalisation de l'UCAC, avec la création de facultés et d'écoles, donc de l'Institut supérieur d'agronomie l'ISAC en Centrafrique, de l'Institut supérieur des sciences vétérinaires au Tchad et d'un institut supérieur aussi de l'éducation au Tchad, toujours à Moundou, l'université de Moundou. Et il y a des projets en gestation pour l'église du Gabon, en lien avec le CAC. Et c'est un évêque, je crois, qui nous parlait de l'urgence de mettre au Gabon peut-être les métiers du bois au niveau universitaire, et peut-être les métiers de la transformation, parce qu'il nous expliquait, il disait que au niveau de l'Afrique, il y a des produits africains, gabonais, congolais, camerounais, qui sont exportés et le Gabonais va payer à Dubaï le produit de la forêt du Gabon, transformé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une technologie qui peut faire qu'on transforme le produit du Gabon au Gabon? Et l'UCAC peut offrir cela, et ça deviendrait un institut supérieur, le premier du genre en Afrique centrale, qui transformerait à un certain niveau avec la collaboration des ingénieurs européens, africains, consorts. Donc, c'est cette ambition-là, cette ambition que nous avons. Et l'UCAC, au cœur de l'UCAC, qu'est-ce qu'on appelle la faculté de philosophie? Au niveau mondial, les facultés de philosophie, ce sont des facultés, je peux dire, leaders. On a voulu l'être. La faculté de philosophie de l'UCAC a formé beaucoup d'étudiants qui sont prêtres, qui sont aussi des responsables. J'en ai vu au Cameroun, j'en ai vu au Tchad, au Congo, partout, des directeurs de banque. Mais un philosophe qui devient directeur de banque, c'est pas possible. C'est cette question dont j'ai parlé, c'est la vision. Donc, en Europe, dans beaucoup de pays, quand tu as fait philosophie au premier ou au deuxième cycle, tu peux faire n'importe quel doctorat après un passage méthodologique souvent. Bien sûr. De la méthode philosophique à la méthode du domaine. Alors, au fur et à mesure, au niveau de la montée des sociétés locales africaines, il y a eu un désintérêt de la philosophie, dans le sens où beaucoup de parents n'ont pas compris que la philosophie était la base de l'émergence d'une vision qui peut produire des actions. Il y a des métiers de philosophe, des métiers de philosophie, c'est-à-dire, par exemple, la faculté va former un jeune qui sera un enseignant. Oui. C'est direct, qui sera un journaliste d'investigation. C'est direct. Vous êtes devenu journaliste parce que vous êtes philosophe. Parce que vous avez une transmutation de vos capacités et de votre vocation sacerdotale qui reste, mais la vocation sociale, vous avez eu cela à cause de votre expertise en philosophie. Et vous apportez une vision, on le voit bien. Et dans ce passage aussi. Donc, nous formons des jeunes, nous avons des parcours classiques inhérents à notre, on pourrait dire, notre structure canonique. Nous sommes une faculté
ecclésiastique ou un département ecclésiastique. Mais pour l'État camerounais, nous avons déjà la configuration de faculté, puisque l'État camerounais nous donne des diplômes liés à au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous sommes une faculté hybride. Département canonique, on voit de devenir faculté ecclésiastique autonome selon donc Veritatis Splendor, maintenant aujourd'hui Gaudium, Veritatis Gaudium, donc la nouvelle constitution apostolique sur les facultés ecclésiastiques des instituts supérieurs. Mais nous avons donc à ce titre, nous sommes liés à la faculté de la Salésienne qui nous délivre des diplômes canoniques, bac canonique et licence canonique. Nous avons déjà la reconnaissance doctorale au niveau de l'État camerounais et au niveau des structures universitaires, on peut dire, du Cameroun, qui sont reconnues par la CEMAC. Oui. Donc nous avons cette hybridicité qui peut devenir une difficulté parce que, qui devrait être, on pourrait dire, un bénéfice, mais Rome, le Vatican ne nous a pas encore donné le titre de faculté ecclésiastique autonome. Qu'à cela ne tienne, un travail important se fait. Et la vision que j'ai, je l'ai apportée au niveau donc, du doyenat, au niveau de ce que nous allons promouvoir à partir de cette année, c'est ce qu'on appelle les formations innovantes, des parcours innovants. Parce que si des parents ont hésité pour envoyer leurs enfants dans les facultés de philosophie, c'est parce que on est resté sur des parcours classiques, on a la métaphysique transcendantale. Exactement. Donc un parent va dire, mais quel est le débouché, quelle est cette espèce heuristique, cette espèce pédagogique, métaphysique transcendantale. Donc nous allons lancer dans cette année des parcours, on peut dire, innovants et différenciés. Je prends un parcours que je vise de façon prioritaire, le parcours philosophie et management. Beaucoup de philosophes sont devenus des directeurs. On a rencontré à Paris des directeurs qui sont philosophes. On a demandé, mais pourquoi vous avez mis le directeur philosophe? Il dit non. Nous avons la technique, lui, il a la vision. Il nous apporte, il nous montre le chemin pour construire notre entreprise. C'est concret. Donc, et aidé par un grand professeur, l'un de nos doyens aussi, ceux qui nous ont engendrés dans le savoir, le père Kwam. On va lancer ce parcours de certification et peut-être dans 2 ans, master, philosophie et management. Aujourd'hui, le père Kwam a fait ses preuves. Il va dans des sociétés l'appellent, les banques l'appellent pour donner ce supplément d'âme. On va faire parcours de philosophie et droit. Il y a des parcours juridiques très importants, des facultés de droit. Mais il y a un parcours de philosophie et droit au niveau fondationnel. Et au niveau de certaines questions que les juristes ne peuvent pas se poser parce que ça dépasse leur compétence. C'est du méta-juridique. Il n'y a que les philosophes, mais il faut cette consociation. Un parcours qui me tient à cœur par rapport à ma formation associative. J'ai été dans des associations en Europe. C'est un parcours qui est lié à l'émergence de la société africaine aujourd'hui. Le parcours qu'on appelle philosophie, ou éthique plutôt, et économie solidaire. Pourquoi ? Le paradigme du développement socio-économique aujourd'hui, c'est le paradigme de l'économie néolibérale qui bousille les familles, qui bousille les identités. On conglomère les sociétés, on détruit. Donc, nous voulons proposer quelque chose qui fait ses preuves en Europe, qui a fait ses preuves. On appelle ça l'économie solidaire, l'économie un peu écologique, l'économie verte, mais surtout la solidarité. On ne produit pas pour jeter le surplus, on produit pour partager. On produit en tenant compte de l'humain. Donc ce sont des parcours. Par exemple, nous avons aussi un problème. Vous connaissez, un peu il y a la guerre au Cameroun, une partie du pays, il y a la guerre civile, c'est pas. Et le président de la République a proposé une commission du bilinguisme, de la tolérance, du multiculturalisme. Nous allons donc au plan universitaire proposer un parcours sur l'éthique, la politique, de la responsabilité, de la tolérance et du multiculturalisme, en implémentant donc la vision officielle au niveau d'un parcours universitaire de certification et peut-être aussi de masterisation. Donc, ce sont des choses qui vont dépasser la vision que je disais, non, la métaphysique ontologique. Donc, vous voyez vous-même qu'on ne comprend rien. Mais comme je dis, la philosophie va servir à former des jeunes Africains qui vont travailler à la tolérance en société
en société, dans la compagnie, dans la société, en entreprise. Ce sont des choses concrètes et on vise cela et on espère qu'avec l'aide des uns et des autres, nous allons arriver à implémenter cette nouvelle vision qui n'écarte pas l'ancienne, mais qui est un supplément d'âme, un supplément d'organisation philosophique. Et j'espère que ça va aller. Donc, nous avons des concours. Bon, pour tous ces parcours, ce sont des formations professionnalisantes. Nous aurons le concours entre le 15 et le 17 septembre. Entre-temps, aujourd'hui, je crois, je vais rencontrer des anciens étudiants pour mettre en place. On a toujours eu des bons étudiants qui viennent du Gabon, hein, à Benaela, Ratanga. Ils sont nombreux, je cite, parce qu'il y a les Giovanni Lansky, ils sont très nombreux, ils sont brillants, ils enseignent, il y a les jeunes, il y a des docteurs. Michael, c'est mon étudiant, c'est moi-même qui l'ai dirigé. Donc, tous ces jeunes-là, toutes ces personnes, l'abbé Séraphin, ils sont nombreux. Sa thèse de doctorat brillant. Donc, nous avons comme ça des étoiles qui sont sorties du Gabon. Et moi, je veux que, excusez-moi, que l'Épiscopat valorise ces étoiles, comme on le fait, ils sont tous des directeurs. Mais aussi la nouvelle vision, peut-être un centre de recherche, c'est ce que je vais proposer aux amis, un centre de recherche théologique et pastorale qui est issu de cette graine-là. Donc, il y a plusieurs identités, sans oublier aussi qu'on ne doit pas s'arrêter à l'UCAC. On doit envoyer au Sénégal, au Congo démocratique, mais en Europe. Donc, la conglomération, la mutualisation et surtout la circulation des compétences dont on parle. Très bien, professeur. Pour en terminer avec ce pan réservé à la faculté de philosophie, pour un étudiant actuellement, vous avez présenté tout à l'heure l'accès à l'UCAC par la voie du concours. Quelles sont les différentes étapes du parcours de l'étudiant en faculté de philosophie? Donc, on a des formations, comme je l'ai dit. Et avant de revenir sur la question, je voulais signaler que les évêques nous ont accordé, vont nous accorder d'ici 2 ans, donc l'année prochaine, puisqu'ils nous ont dit de mûrir le projet qui est à terme l'Institut supérieur des sciences de l'éducation et du professorat en Afrique centrale. Et à ce titre, j'ai déjà commencé une prospection et j'ai écrit à certains évêques du Gabon en tant que doyen pour proposer ce qu'on appelle un séminaire de capacitation des formateurs dans les pays. On va voir avec le père Bakit et peut-être l'autre évêque, si c'est possible, comment envoyer des experts de l'UCAC. Donc nous avons déjà ce parcours qui est en perspective et très bientôt, il sera fonctionnel. Donc l'Institut supérieur qui va s'ajouter à l'Institut qui est au Tchad, mais l'Institut au Tchad est beaucoup plus porté vers les métiers du secondaire. Nous serons portés vers les métiers plutôt du supérieur, dans l'éducation toujours. Et une éducation professionnelle. Maintenant, le parcours de l'étudiant. Oui, à l'UCAC. À la faculté de philosophie de l'UCAC. Effectivement. Il y a donc le premier cycle où il y a les formations classiques. Alors, les formations classiques, on débouche sur la licence en éthique générale. Donc, éthique et philosophie politique, la philosophie générale. Mais on a aussi une option en philosophie de l'éducation. Très bien. En perspective, nous aurons l'école, l'Institut supérieur, mais nous avons une option en philosophie de l'éducation dès la licence. Alors, il y a la philosophie générale, donc il y a les matières classiques, donc métaphysique, éthique et politique, là où il y a déjà une pré-spécialisation, puisqu'on n'est qu'à la licence. À ce niveau, on va vouloir forcer pour ajouter des nouveaux parcours. Mais c'est la configuration classique. C'est au niveau du master qu'il y a une multispécialisation. Là où on aura donc les mêmes parcours, mais avec, on peut dire, non, tu peux une option éthique avec une ouverture en bioéthique. Option éthique avec une ouverture en métaéthique. Option éthique dans éthique et philosophie politique avec une ouverture en politique. Mais d'un point de vue philosophique, parce que nous ne formons pas des politologues, nous formons des philosophes politiques qui ont droit, qui peuvent parler, qui analysent les phénomènes sociaux. Donc, ce sont les parcours classiques que nous avons. À ces parcours, nous allons ajouter des diplomations dont je vous ai parlé, philosophie, management, c'est pas et tel domaine, philosophie et droit. On a ouvert aussi un parcours de philosophie analytique, c'est un peu un principe spécialisant, c'est surtout pour la formation et pour l'enseignement. Donc, nous avons des parcours de recherche. Nous sommes en train de densifier les parcours de professionnalisation au niveau du master.
Mais quand tu as la licence, tu peux déjà devenir, avec les techniques qu'on donne, directeur d'école. Tu peux devenir enseignant au secondaire. Tu peux devenir enseignant. Bon, il y a des gens qui ont des compétences ajoutées. Hein. Il avait fait déjà l'histoire-géographie avec la capacitation, la méthodologie philosophique. Avec son diplôme, il va enseigner l'histoire-géographie, mais il aura une base déjà avec sa première base. Donc, ce sont un peu ces choses, ce sont ces éléments. Et je suis en train de répéter que nous sommes en train de travailler à faire correspondre les parcours philosophiques que nous allons créer, que nous créons, avec les besoins concrets de la société, tout en évitant une concrétisation banale et barbare. Le philosophe ne va pas aller soulever les pelles dans les champs d'agriculture. Non, ça, il faut laisser ça aux ingénieurs en agriculture. Le philosophe peut donner une idée comment construire les domaines de l'agriculture, oui, mais il ne va pas les soulever avec la pelle. Chacun il dans faut son éviter domaine. un peu cet amalgame. Cet amalgame. Professeur, avant d'atterrir, pour clore cette première partie de notre entretien, nous pouvons poser une dernière question. Voilà. Quels sont les conseils que vous donneriez à ceux qui souhaitent suivre vos traces dans le monde philosophique afin qu'ils puissent réussir comme vous... vous Mais je l'ai dit dans ce que j'ai dit. Les conseils pratiques, Oui, voilà, les conseils pratiques. Surtout aux nouveaux étudiants qui commencent. Il faut avoir la discipline. Exactement. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, je vous interdis pas la bière. Et je vous interdis d'avoir une mauvaise moyenne. C'est concret. Il faut savoir. Il ne faut pas qu'on vous impose ce que vous allez devenir. On vous propose, les parents proposent, les parents ouvrent des traces et vous travaillez. La discipline de travail. Tous mes étudiants, ils sont obligés, contre leur volonté, et tu le sais, d'être disciplinés. La discipline, c'est dans le sens de la rigueur, pas dans le sens de la méchanceté. Moi, je m'appelle Bic Rouge. Je corrige même les accents aigus. Ça prend du temps, mais je communique un esprit. Donc, c'est cette discipline de travail. Il y a la vision. Avant la vision, il y a la patience. Il faut être patient. Quand on travaille, on n'a pas l'argent, on est pauvre. Un aîné, donc Père Paulin Poucouta, que je considère comme le père de la modernité intellectuelle au Congo-Brazzaville, dans l'église, donc, nous a dit non, travaillez, vous aurez l'argent. Mais il dit, on ne voit pas l'argent. Il dit, non, vous allez avoir. Mais par exemple, ce n'est pas l'orgueil aujourd'hui. Un professeur comme Paulin Outondi peut m'appeler, moi, un pauvre Koutoufroudoum Steve, le professeur Paulin de la professorité. Ce n'est pas parce que je suis beau ou je suis... Non, non, non. Et le travail, on a fait des choses concrètes, on a organisé des colloques. Le professeur Ndjomouele, qui me considère, dit que le professeur, j'ai peur de vous appeler. Il dit non, Steve, tu es devenu mon collègue. Tu peux m'appeler quand il est possible de faire des propositions. Tu trembles. Père Godfrey, on m'a mis dans le livre des 50 philosophes africains. Par qui? Par le premier docteur d'État en philosophie, le professeur Monon Diana. Je suis parti de quereller, j'ai dit, mais vous me cherchez des problèmes, je ne connais rien. Il dit non. Ce qu'il m'avait répondu, et ça m'a fait trembler. Il dit, toi, tu es l'avenir de la philosophie en Afrique et tu es le concept. Je dis, comment? Il dit non. Ce sont des missions que les aînés nous donnent. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on a été patient, on a lu parfois le dernier livre que j'ai écrit. Je viens de publier le livre en avril. Je suis doyen, directeur de recherche. Je suis enseignant dans plusieurs instituts. Je dois organiser la recherche. Je préparais 4 colloques. Tu vas, sauf comme on dit au Cameroun, mourir. Mais je me dis, le sacrifice que je fais, c'est pour les générations futures. Donc, il ne faut pas rêver. Et puis, il ne faut pas rêver, il ne faut pas vouloir être comme les gens qui ont l'argent. Non, il faut vouloir. Tu travailles, tu présentes quelque chose, tu partages. Oui. Si tu veux avoir l'argent, va faire le commerce. Ne deviens pas philosophe. Donc, si la philosophie t'apportera des moyens pour vivre, survivre, pour aider la famille. Quand tu auras travaillé, tu seras arrivé à un certain niveau. Mais si tu veux l'argent à ras le sol, non, va vendre les rats, va vendre les puces, tu auras l'argent directement. Donc, il y a la discipline, il y a donc cette rigueur personnelle, et puis l'éthique de vie, hein, parce que si tu dois être... Je n'interdis jamais à mes études d'aller en boîte. Mais si tu vas aller en boîte lundi au samedi, et chaque samedi, tu vas devenir malade. Tu ne pourras plus travailler. Donc, un jour, vous allez avec vos amis, vous prenez votre... vous êtes ensemble, vous mangez quelque chose, c'est normal. Mais l'étudiant n'est pas... il ne vit pas dans les bars, ni dans les boîtes. C'est impossible. Tu seras un bon étudiant, tu ne seras jamais excellent.
même si tu es brillant. Donc, l'éthique, l'hygiène de vie et puis des pratiques, des lieux bizarres et consorts, des façons de faire. Donc, il faut avoir cette prudence parce qu'il y a l'insécurité aussi. Et pour nous, chrétiens, il faut croire en Dieu et prier. Tu dois prier, que le Seigneur te guide aussi et écouter. Parce qu'il y a des conseils qui te déplaisent, mais qui t'aident. Donc, cet ensemble de choses est ajouté donc à la vision de la relation au niveau, par exemple, pratique du travail. Ça, c'est un point méthodologique. Avoir l'habitude de parler avec les autres quand tu as un travail. Comme j'ai dit, moi, mes étudiants, quand je fais un livre, un article, je travaille avec les étudiants. Bon, parfois, je les cite. Parfois, je ne les cite pas. Mais ils sont plus intelligents. Ils me donnent des idées. Bien sûr. Donc, il faut avoir cette humilité, comme j'ai dit. Donc, tous ces éléments-là permettent à quelqu'un, par exemple, Gabonais, on a eu des jeunes qui sont partis à l'UQAP, ils comprenaient bien. Je les ai fouettés intellectuellement. D'abord, je donne la sous-moyenne. Après, je lui dis, fais ceci. Donc, ça les donne le courage d'aller plus loin. Nous, on a été travaillés, on nous a travaillé vraiment et aujourd'hui, on est devenus des modèles et on doit continuer à garder la flamme. Ça demande beaucoup de sacrifices. Professeur, merci beaucoup pour ces brillants conseils. Très chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria à Libreville, je vous rappelle que nous sommes avec le père Don Steve Gaston Bobongo, prêtre du diocèse de Pointe-Noire en République du Congo, Brazzaville, et doyen ad intérim de la faculté de philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Nous venons de passer la première partie de notre entretien dont le but a été de le connaître sous le prisme de la science, sous le prisme de son parcours professionnel, parcours académique, avec plus de précision. Après cette courte pause que nous allons prendre donc maintenant, nous reviendrons vers vous pour continuer notre entretien, cette fois-ci en mettant l'accent sur son parcours religieux. Certes, le professeur Bobongo est un homme de science, un homme de lettres, mais il est surtout un père, un prêtre. À tout de suite donc sur Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville. Merci. Masama wa Maria muna wa onga benkore onyonge ya borane na dange bina no fodos Mama Maria oyekana nakanda o ekie ane Mama Maria wa onga benkore borane bobaye Mama Maria oyekana nakanda o Abongalu yokana donga luye Jesuna Meyo amemane yese sang yo wayena nebyau Luye gebiya Jesu yo ye la nakalda o Ekie Ame Maria Waonga de kule kola ne bobaye Mama Maria yo la nakalda o Anonga kame Jésus yo Eyong eroda batele son Ede febia ina Ozo wakale bobo Eroda te le biyan Senge oye la nakalda o
Joachim Bologabia Maria Oye Elana Kalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oye Elana Kalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oye Elana Kalda Monseigneur Jean-Vincent do Ebereza à Maria à l'heure roi diocèse d'Oyem Yowaye nane biendigé Bologonyo à Maria Oyerola Nakalde O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oyerola Nakalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oyerola Nakalda O Zabanga tobo wa nozubonka le Gabon Yowaye nane bianyinge engongola ngonsiono Notre-Dame du Gabon Oye Elana Kalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oye Elana Kalda O et Dunongon et Wasso Ongoy Magnon Oni Wale bien à Yumilum Yanyon et Veuve Zama Biyama Fayere Ya un mono soso Mokomia Zama à Kalbinibia Okala Gabia Okala Gabia Okala Gabia Maria Oye Elana Kalda O Osimane Bia Osimane Bia Osimane Bia Maria Oye Elana Kalda O Bale Bia Bale Bia Bale Bia Maria Oye Elana Kalda O Okala Gabon Oye Okala Gabon Oye Okala Gabon Maria Oye Elana Kalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oye Elana Kalda O et qui est Maria Waongade Kule Bola Nibotaye Maria Oye Elana Kalda O Nous sommes de retour avec le père et professeur Don Steve Gaston Bobongo dans notre studio ici à Radio Sainte-Marie 99 FM, future Radio Maria Libreville. Mon père, la seconde série de questions concernera en particulier votre vie sacerdotale et des questions liées à la vie spirituelle et à l'Église. Merci. Voilà, donc nous commençons directement. De façon très pratique, vous nous avez dit que vous avez découvert la philosophie d'abord dans un parcours académique parce que c'est essentiel dans la vie du futur prêtre. Quel est alors ce qui vous a poussé à vous engager à la vie religieuse, à la vie sacerdotale? C'est-à-dire, quelle est la source, l'origine de votre vocation à devenir prêtre? Merci pour la question. Bon, c'est des éléments liés à la jeunesse. Hein. La jeunesse, on était dans des paroisses. Moi, je suis issu de la paroisse. Du
curés, les aînés, cette volonté de servir Dieu qui est née dans un contexte où nous n'étions pas chrétiens toujours dans nos familles, hein, on était des païens. Et c'est ma mère un peu qui m'a mené à l'église. Et j'étais dans le groupe de ce qu'on appelle la Fraternité Sainte-Rita, les jeunes. Fraternité Sainte-Rita, nous avons créé, l'église locale a créé, a initié des groupes de prière, de spiritualité. Vous savez, nous étions dans un pays marxiste dans le temps. Et la prière maintenait la vie ecclésiastique et ecclésiale. Et j'ai adhéré au renouveau, c'est un peu dans le cadre des relations avec les amis du renouveau charismatique que j'ai découvert cette tendance, cette volonté, ce désir de servir le Seigneur. Et petit à petit, je me suis porté. J'étais au lycée, toujours élève, travailleur. Et j'ai voulu servir le Seigneur. Et j'ai demandé à mon curé, qui a accepté, l'abbé Jean-Michel Chitembo, de m'envoyer au séminaire, qui a trouvé que c'était bien. Et il a soumis cela à l'évêque et j'ai été reçu au grand séminaire. Donc, je n'ai pas fait de petit séminaire. Nous avons eu ce désir du Seigneur, cette idée vocationnelle dans un contexte de la paroisse, de la jeunesse, vous voyez vous-même, dans des quartiers parfois qui sont très fumants. Mais le Seigneur nous a illuminés et nous avons commencé le chemin. Très bien, mon père. S'il vous plaît, mon père, d'après vous, pour être un bon prêtre, quel est le parcours qu'il faudrait avoir? Il n'y a pas de parcours. Il n'y a aucun parcours. Étant prêtre dans une institution, on m'avait dit, et certains aînés m'ont dit, non, Steve, il faut être comme tel aîné. Moi, j'ai dit non. J'étais déjà prêtre, hein, 15 ans sacerdoce, j'ai dit non. Donc, pour être un bon prêtre, il faut aimer le Christ et aimer l'Église. C'est tout. Maintenant, pour être un meilleur prêtre, il faut suivre ce que l'on te dit. Ne pas froisser les fidèles. Être prudent. Ne pas s'autoriser tout. Un prêtre n'est pas un homme libre. Non, il ne peut pas être un homme libre. Il a sa liberté dans la dialectique, même la trialectique du Christ, de l'Église, de la société. Donc, il n'a pas la même liberté que... Tu ne peux pas aller en soutane en boîte, même si tu vas aller évangéliser. Donc, c'est exclu. Donc, c'est ceci. Il faut être humain et être spirituel. Être humain, vraiment, être normal. Être spirituel, faire le bien. Prier aussi, hein, parce que l'un des défis de ma vie sacerdotale, c'est cela. Dans des séminaires et consorts, j'ai été formateur au séminaire. Donc, simplement prier. Donc, la dimension formative, ce n'est pas ton sacerdoce, c'est le sacerdoce de Dieu par l'Église. Il faut donc suivre l'évêque. Il y a des bons prêtres, mais qui sont très méchants et qui n'écoutent jamais l'évêque. Mais il n'est pas mauvais. Prêche bien, tu ne peux pas être un meilleur prêtre. C'est pas cohérent. Donc, au niveau humain et spirituel, pour moi, hein, cette cohérence est importante. Si tu es un bon prêtre, mais tu n'es jamais en collaboration avec les autres, mais quel bon prêtre tu es? Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on nous apprend, même pas à l'église, en famille, quand on ne les applique pas, quelle que soit notre brillance, notre intellectualité, notre grandeur, même les miracles que nous faisons, nous ne sommes pas des bons prêtres, selon mon point de vue minimal. Oui. Je comprends très bien, mon père. Et donc, dans votre vie, dans votre parcours, dans la première partie de cette émission, on a beaucoup souligné, et c'était le but de cette partie, votre parcours un peu académique. Avez-vous eu, vous pouvez peut-être nous le rappeler, avez-vous eu un parcours pastoral? Et si tel est le cas, quels sont les aspects gratifiants de ce parcours? Qu'est-ce que vous y avez gagné? Qu'est-ce que vous avez apporté aux communautés chrétiennes pour lesquelles vous avez été responsable? Alors, moi, j'ai un parcours pastoral intéressant et exigeant. D'abord, un parcours pastoral atypique. Je suis issu familialement de l'extrême nord du Congo. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Afrique centrale et du Congo-Brazzaville, d'Infondo, et notamment du Niélé. Mais j'ai été incardiné, j'ai grandi à l'extrême sud. Ce qui fait que je comprends presque toutes les langues du nord au sud de mon pays. Et je suis le premier prêtre de l'extrême nord à être incardiné à l'extrême sud. Alors, le premier défi pastoral de ma vie sacerdotale a été
mettre des personnes ensemble. Et on m'envoyait presque toujours, en tant que prêtre, dans des paroisses où il y avait un peu de difficultés de collaboration. Moi, soupçonnant être neutre. Alors, il y a eu le défi de l'accueil dans le diocèse, parce que le diocèse, à l'origine, Vili, un temps parfois, on a une mauvaise perception, on se dit que, il y a peut-être que l'autre ne m'accueille pas. Un temps, poussé par l'une ou l'autre situation, je voulais peut-être changer de diocèse, ici, voilà, juste pour voir l'évêque qui venait aussi du nord. Il m'a dit non, l'église est universelle. Mais si tu vas chez tes parents, c'est bien. Tu vas chez tes parents, mais est-ce que tu auras la paix? Et cet évêque, j'étais prêtre déjà 1 année ou 2 ans, m'a fait comprendre cette dimension universelle, qui n'est plus la formation à l'universalité au séminaire, mais qui est le vécu avec des défis. Il y a les défis des communautés religieuses. J'ai eu la chance, et je remercie les évêques toujours, d'être aumônier des jeunes. Ça m'a tellement aidé au niveau intellectuel. Mais l'aumônerie des jeunes m'a aidé à me forger et à me former. Et bon, on avait la bouillon, on était bouillonnant, hein. On était bouillonnant, on était jeune et très beau, hein, comme vous là. Là, on est devenus des vieux. Mais il y a cette joie de travailler, cet entraînement avec aussi les tentations, hein, les jeunes filles et consorts. Il faut être fort, il faut prier. On peut tomber aussi, on est des hommes. Mais cette volonté de faire quelque chose de concret, d'aider les jeunes. Beaucoup de jeunes, certains me rappellent, disent, non, tu étais notre aumônier, tu m'enseignais la catéchèse, je suis surpris. J'étais à Douala, un jeune m'a expliqué comment j'ai enseigné la catéchèse, je ne me souvenais même plus. Donc cette volonté de donner quelque chose aux communautés, cette volonté de rassembler qui m'a caractérisé, et cette volonté d'innovation. Sans avoir étudié l'innovation et être devenu un expert, j'avais toujours cette vision d'idées nouvelles. Je me souviens que j'étais curé de la paroisse de Luango, là où il y avait c'était écolement séminaire politique, donc formateur et curé de la paroisse. J'avais organisé un pèlerinage sur la route des esclaves. J'étais encore jeune prêtre. Sur la route des esclaves, il y avait 1500 personnes qui sont venues de la ville pour venir dans la zone, on peut dire, rurale, ou à Luango, pour participer à ce pèlerinage, à ce chemin de croix. Bon, c'était un peu une idée qui m'était venue après la guerre, pour la paix, et surtout pour enlever un peu toutes ces affaires, esclavage, il y a eu le chant et consort. Donc, c'est quelque chose de concret, qui ne demande pas l'intelligence, mais qui demande le goût de servir le Seigneur et d'apporter à la communauté. Alors, j'ai une expérience pastorale singulière, parce que j'ai été curé, administrateur, j'ai été aussi curé à l'UCAC pendant 6 ans et demi. Justement. Alors, ici, c'est la pastorale, la pastoralité dans un contexte universitaire. Et cette pastoralité a été marquée déjà par la formation doctorale. Ce n'est plus la même chose. Donc ici, j'ai apporté beaucoup d'innovation. Et le milieu universitaire est très difficile. Il y a beaucoup de tentations, des défis, les défis sectaires, ésotériques, les autres défis, les défis de la participation. Au passage, je suis très content de passer au Gabon. Tout le monde chante. Je suis surpris. J'ai vu beaucoup de mes étudiants et étudiantes être solistes, chanter. Donc, le défi de la participation des étudiants, pas seulement des gens qui sont autour de l'université, le défi de la continuité. Le défi de la continuité, dans le sens où il y a eu un aîné, un curé qui était, vous devez continuer à approfondir, densifier les choses. Le défi, je dis toujours pour moi dans l'église, et je suis en train de réfléchir sur la théologie de l'innovation, le défi de l'innovation, c'est-à-dire ne pas être dans la répétitivité radicale. Ça tue mon cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf sans détruire les bases de l'ancien? Très bien. Donc, je l'ai fait, J'ai innové sur les choses qui existaient. J'ai apporté du neuf. Par exemple, on a multiplié les bancs. Moi, je ne suis pas de tradition fambéti, mais j'aime un instrument, des fambéti, qu'on appelle au Cameroun le balafon. J'ai fait acheter avec une communication visionnaire des balafons artistiques et scientifiques. On a acheté à 1 million. Ces balafons sont parmi les meilleurs du Cameroun, de l'archidiocèse du moins. Donc, c'est cette vision-là. Ce n'est pas ma tradition, c'est l'Église. J'aime, je communique à ceux qui sont de cette tradition que c'est une vision normale. Achetons de nouveaux balafons, même si ça nous coûte. Donc, ce sont ces expériences et aussi donner aux gens dans la pastorale le goût de la recherche. Et pour moi, en tant que prêtre, je suis devenu aussi animateur des retraites. On me dit, mais comment tu fais? Mais pour moi, la retraite spirituelle est une recherche spirituelle. Pas seulement la retraite. Donc, je ne fais jamais de retraite sans livret.
j'ai le livret de la retraite. Il y a tous les détails. Je fais la recherche sur la retraite, je prie pour la retraite et j'ai un document qui reste. J'ai des documents des retraites et j'anime des retraites cérémoniales. Ça, c'est la vision de prêtre, chercheur que j'amène dans ma prière et dans ma pastorale. Merci mon père pour ces éclairages. Et justement, tout en restant en lien avec votre expérience pastorale à l'UCAC, quels sont les conseils que vous donneriez à un nouvel étudiant qui quitterait du Gabon pour aller à l'UCAC en lien avec la vie spirituelle? Nous savons qu'à l'UCAC, il y a la Fédération des mouvements d'apostolat, FMA, qui rassemble les étudiants qui veulent donner de leur temps à l'Église. Quels sont les conseils pratiques afin qu'un étudiant ne se perde pas dans l'univers universitaire en lien avec cet aspect spirituel, pastoral, ecclésial? On a eu des étudiants très intelligents et très intéressants. Hein. Il y a des jeunes qui sont venus, des Gaël, des Marc, beaucoup même, des jeunes. C'est ceci, hein, il faut écouter. Il faut écouter. Vous venez au Cameroun, vous étiez responsable du mouvement d'apostolat au Gabon. Écoutez l'expérience et voir l'expérience des autres. Ne pas se laisser aller. Tu vois, les secteurs sociaux, les secteurs universitaires peuvent devenir très dangereux, dans le sens où il y a l'ambiance. Hein. Il y a le jour, il y a le travail, il y a la nuit. Donc, il faut écouter, il faut savoir pourquoi on est venu et il faut adhérer. Moi, je suis très content quand je vois des jeunes Camerounais, mais aussi et surtout des jeunes non Camerounais, Gabonais particulièrement, être membres de la liturgie. Il y en a plusieurs. Oui. C'est concret. Membre de la chorale, je travaille et au niveau intellectuel. Comme l'UCAC donne une formation intégrale, j'adhère à un groupe, mais aussi, de plus en plus, nous incitons les communautés internationales, donc gabonaises, congolaises, peut-être tchadiennes, à inscrire l'ordre spirituel et pastoral, donc la pastoralité, dans leur organisation en tant que groupe. Vous avez laissé ça. Mais votre groupe n'avait pas, c'est-à-dire que la communauté des étudiants gabonais de l'UCAC, nous incitons à avoir la pastoralité et avoir une vision, non pas seulement académique, non pas seulement sociale, mais aussi. Donc il y a cette dimension et aussi il y a les objectifs de chacun. Hein. Vous n'allez pas imposer à quelqu'un qui était protestant ici d'être à l'UCAC, mais on va leur dire allez à l'église protestante pour ne pas couper le lien. Parce que le lien spirituel en général familial, hein. Donc, on dit aux jeunes, vous êtes devenus des étrangers à l'étranger, vous êtes à l'étranger, parce que prendre l'avion, c'est quelque chose. Il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans l'avion, monsieur. Mais quand tu es rentré dans l'avion, tu es venu au Cameroun, tu es à l'extérieur, tu es à l'étranger, hein? Même quand tu prends le bus. Alors, donc, il faut donc avoir la dignité personnelle, savoir qu'un homme, pour réussir, doit avoir un équilibre et que pour ceux qui croient en Dieu, et beaucoup croient en Dieu en Afrique, pour ne pas tous, il faut avoir des balises et écouter les conseils de ceux qui ont été les bons conseils et s'engager. Ce n'est pas toujours évident parce que certains, quand ils quittent la famille, ils croient qu'ils se sont tout permis. Non. Les étudiants qui vont à l'église réussissent peut-être mieux que ceux qui ne vont pas à l'église. Même si tous réussissent, ce n'est pas la même qualité. Aujourd'hui, dans le CV des étudiants, il est demandé de nous donner des attestations de participation, puisqu'il y a cette qualification qui est une qualification de la formation intégrale. Ce n'est plus connaître les équations mathématiques, c'est connaître comment vivre avec les autres dans un milieu interculturel. Bien. Waouh. Merci mon père pour tous ces éléments. Cela vous concerne si vous désirez l'année prochaine, pour l'année académique 2023-2024, aller à l'UCAC. Vous avez une aumônerie existe, voilà, administrée par un curé et toute une équipe pastorale, et la Fédération des mouvements d'apostolat, FMA, qui conglomère un ensemble d'étudiants qui assistent en fait et qui fait vivre pastoralement l'université. Mais il faut aussi dire que tu peux être le référent de la faculté de philosophie ici. Si tu veux venir à l'UCAC en faculté de philosophie, tu viens voir le directeur de la radio. Je le nomme en direct référent principal de la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale. Tu viens déposer le dossier chez lui. Et toutes les dispositions antérieures tombent. Donc on va formaliser. C'est très simple, hein, je suis en train de dire, un langage structurel que nous avons des contacts
Il y a le curé de Saint-Pierre, Michael, le père Michael qui était en contact. Il y a l'abbé Ratanga, il y a l'abbé, le directeur de la radio, il y a même le chancelier. Donc il y a des points précis. Quelqu'un qui veut venir à l'Université catholique d'Afrique centrale a des lieux de référence et d'information précises. Et nous sommes là pour travailler et pour faire le tuilage. C'est peut-être que les conditions ne seront pas les mêmes, c'est-à-dire que ce sera moins difficile que ceux qui sont de l'autre côté. Parce que l'internationalité a une certaine facilité aussi à mettre en place. Donc, les parents qui m'écoutent, s'il y a quelqu'un qui veut envoyer un enfant se former à l'Université catholique d'Afrique centrale, faculté de philosophie, vous avez les portes grandement ouvertes à travers nos référents que j'ai cités, notamment le directeur de la radio catholique qui est ici présent. Merci mon père, merci professeur. Nous sommes en train tout doucement d'aller vers le terme de notre entretien. Une question, comment abordez-vous les questions de foi et de spiritualité avec ceux chrétiens catholiques qui sont en quête de sens ou qui remettent en question leurs croyances? Surtout aujourd'hui, vous voyez, les fidèles de l'Église sont en proie à plusieurs tentations de syncrétisme, de mélange. Comment pensez-vous que l'Église puisse les garder dans l'intégrité de la foi? Ce sont des questions très délicates, notamment au milieu universitaire. Je vais vous prendre un exemple, mais j'étais encore curé. Il y a quelqu'un qui disait pas le signe de croix, un jeune. Il dit, mon père, le signe de croix, c'est bizarre, ça n'a même pas de sens. Un étudiant très brillant, hein, mathématicien. Il faut être patient en tant que pasteur. Bien sûr. Il faut écouter. Donc, je l'ai pris par le son du poil pour lui dire que, mais, tu vois, les musulmans ont leur symbole et qu'on sort, le signe de croix, c'est un symbole. Essaie de réfléchir un peu. J'ai commencé à déterminer d'abord le sens de la bidimensionnalité du signe de croix, donc la dimension verticale et la dimension horizontale, le cœur du Christ qui est au cœur de la croix et qu'on sort. Petit à petit, le monsieur faisait maintenant 5 signes de croix à la messe. Il dit, mon père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est cela, donc c'est ceci. Hein. Oui. C'est ce qu'on appelle dans l'Église l'accompagnement. Et à des niveaux différents. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a des niveaux différents. Aujourd'hui, il y a des personnes dans la société, ils sont confrontés à des défis de la tradition. Il y a des personnes qui sont des défis professionnels. On dit, bon, si tu veux avoir tel poste, il faut se faire accompagner. Il y a le défi de l'accompagnement des grands groupes et consorts. Donc, ça sont des questions spécifiques dont les réponses ne sont pas les mêmes. Dans un milieu, par exemple, même dans un milieu universitaire déjà, les gens qui travaillent dans les domaines de la médecine, de la santé, ont des défis plus importants que ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine des mathématiques, des sciences et de l'ingénierie. Donc, il faut que les pasteurs s'y mettent, il faut qu'ils soient éclairés aussi. Ça demande la prière. Moi, parfois, j'ai des solutions. Par rapport à la prière, je prie, je médite, je reste calme et j'ai la solution. Je viens dire aux jeunes, faites ceci, faites cela. J'ai été confronté à un problème grave. Il y avait un problème de charme. Donc, j'avais des étudiants totalement païennes. La paganité, ils avaient le charme. Donc, ils charmaient les jeunes. Il fallait arrêter cela. Bien sûr. Mais on ne peut pas dire que non, c'est vrai, c'est faux. Non, on avait les effets. Des jeunes étaient devenus les couloirs de l'argent que les parents envoyaient. Donc, il fallait donc beaucoup de tact, beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qui se passe? On dit un jeune, mais toi, tu envoyé l'argent de la pension, c'est déjà parti chez une jeune fille. Il dit, mon père, je ne comprends même pas ce qui se passe. Donc, ça, j'ai écouté les jeunes, j'ai écouté les filles qui ont nié tout. Mais on a fait les prières après. Le Seigneur aussi libère. Donc, il y a beaucoup de tact, beaucoup de patience, l'écoute, le discernement et aussi il y a l'engagement. Il faut vouloir, il faut aimer et il faut avancer. Donc, à ce niveau, c'est un problème aussi important. Je voulais que ces questions nous ouvrent aussi à l'Église du Gabon parce que j'avais quelques propositions à faire. Oui. Ah oui, d'accord, mon père. À partir de moi, parce que me connaître, oui. Mais pour moi, il est plus important d'ouvrir aussi cette église à l'une ou l'autre question. Bien, on peut donc... Vous avez parlé de syncrétisme, vous avez parlé de mélange, voilà. mélange, et vous avez donné justement des conseils qui peuvent aider les personnes qui se sentent dans ces situations. Pour être encore plus précis, quel conseil donneriez-vous à ceux qui ressentent en eux l'appel à la vie religieuse, à la vie sacerdotale? Ça, c'est l'action vocationnelle. Oui. Il faut, je suis très content, je remercie. Nous avons participé à une messe à Koulamoutou, celle de l'ordination sacerdotale de Vincent et de Gildas, que je salue en direct. Et Gildas, c'est mon petit frère. Nous vous saluons, mes pères, oui. Parce que Gildas, mon petit frère,
même père, même mère est prêtre, il est religieux, il s'appelle Gildas. Donc j'ai un autre petit frère, je lui ai dit, Vincent aussi, les autres, j'étais très content. J'ai écouté Monseigneur Ephrem, que je connaissais beaucoup aussi, et par sa famosité internationale aussi, et ses amis du Congo. Il a parlé de l'appel à la vocation et à la vocation religieuse. Mais j'ai écouté aussi des personnes, j'ai discuté au Gabon, et c'est une merveille. Il y a des groupes vocationnels. Il y a des groupes de foyers chrétiens, des foyers, donc la vie familiale, des cellules, les familles, je ne sais pas, il y a un terme, la technique, c'est des familles. Et j'étais avec des mamans et leurs époux, on a échangé. Mais il y a des groupes d'appel qui sont multiconfigurés avec des prêtres. C'est une œuvre fondamentale. Une œuvre fondamentale. Au Congo, il y a eu du dissolution du parcours vocationnel avec la multiplication des années. Stage pré-diaconal, stage diaconal, 2 ans de stage diaconal, des stages intercycles. C'est important, mais ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution à l'Angers, peut-être pour plus de formation, mais la configuration de la relation, donc pour moi, pour le conseil de la vocation, relation, famille, paroisse, à travers le groupe d'appel. Le groupe d'appel, et puis que les jeunes, on ne peut pas chercher un bon prêtre qui rentre au séminaire, non, ce n'est pas juste. Il va se former à travers des conseils, à travers l'humain. Quelqu'un qui va se droguer et il va dire qu'il veut devenir prêtre, c'est mauvais. Il faut qu'on l'aide d'abord à se soigner, parce qu'un ancien drogué peut devenir prêtre. Puisque nous avons eu un ancien tueur qui est devenu l'apôtre des nations. Exactement. Donc on ne peut pas soupçonner, parce que le Seigneur convertit. Mais quelqu'un qui est dans des pratiques dangereuses, il doit d'abord cesser ses pratiques. C'est dans la relation entre le curé, le groupe vocationnel, la famille, après avec l'évêque, que la personne fait une transformation. Mais nous aimerions que les jeunes, déjà, dans un contexte familial et scolaire, puissent avoir une moralité acceptable et pour les aider. Donc, c'est un processus d'accompagnement. Au séminaire, c'est plus drastique et il y a des règles classiques qu'on doit respecter tout en ouvrant aux éléments de la modernité. Parce qu'aujourd'hui, la modernité, avec les WhatsApp, WhatsApp, c'est très compliqué pour les formateurs et pour les jeunes eux-mêmes, parce qu'il y a d'autres qui ne dorment plus. Donc, c'est tout un process qui mélange tradition et modernité, famille et église, groupe vocationnel et paroisse. Donc, c'est cet ensemble-là. On doit voir que quelqu'un produit du fruit. Il est jeune, il doit être beau, hein? La beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique, mais on sent qu'il veut être propre, il veut être un prêtre. Exactement. Donc ça sont des choses très bien. Et ça nous permet justement d'aborder les questions en lien avec l'église locale. Quelles sont les questions que vous vouliez aborder Je voulais donner des éléments simplement. Justement, je disais ce matin que j'ai querellé mon ami personnel et compagnon de lui depuis plus de 13 ans, Monsieur Vedgar. Excusez-moi mon père. Il a écrit une œuvre futuriste. Moi, j'ai participé au 75e anniversaire. J'étais content d'accompagner les prêtres. Je ne savais pas, Yves Edgar m'a caché le livre. Le livre, ce n'est pas le livre, c'est la perspectivisation. Il y a des problèmes, des difficultés, des défis réels dans les églises en Afrique noire, dans les églises en Afrique centrale, dans notre église au Gabon. Et j'ai retrouvé des éléments qui, curieusement, que j'avais travaillé, moi je ne connais rien de la théologie, même si je suis prêtre, c'est une façon de parler, mais j'ai écrit un article pour l'église du Congo, j'ai partagé avec une autre personne, on retrouve des mêmes éléments, des défis importants pour, pas le futur, non, pour l'aujourd'hui, et en lien avec le devenir. J'étais au 175e anniversaire, j'étais d'abord surpris. J'ai dit que le Gabon nous a volé la vedette, parce que c'est la première église d'Afrique centrale, il faut le savoir. Hein. Au Congo, le Grand Congo, il y avait eu la première évangélisation, la deuxième et la troisième, celle des Spiritains. Mais le Gabon, au niveau de la troisième évangélisation, est en avance. On va vers le bicentenaire. Alors, ces défis-là, pour moi, hein, le premier défi, et Yves Edgar n'en a peut-être pas parlé, c'est le défi anthropologique. Il faut que notre église soit humaine. On n'est pas dans la sainteté de la sainteté. On est d'abord des gens normaux qui comprennent l'autre, qui peuvent vivre humainement avec le socle de la foi.
C'est le grand défi. Alors, les autres défis, il en a parlé. Hein? Donc, là, je cite Monsieur Rivedra, donc la nouvelle évangélisation, la formation des prêtres, l'élaboration de la race nationaliste, c'est en cours, la communion sacerdotale. Monseigneur Ephraim est revenu sur cela. Je l'ai dit, tu ne peux pas être un bon prêtre si tu n'as pas de frères prêtres. Tu ne peux jamais être un prêtre seul. J'ai expliqué à Monseigneur Ephraim, à Yves Edgar et aux autres une anecdote. On avait un prêtre un peu bizarre, hein, parce que il était un peu trop... Mais c'était le prêtre... Bon, nous, on n'était pas nés, on n'était même pas dans le projet. Mais c'était un prêtre modèle. Père Abin. Quand on lui remettait un cadeau, il fallait 2 pour son confrère. Quand il a un pantalon, le confrère doit avoir le pantalon. Donc, quand il a une bière, la bière doit être divisée en 2. Donc, ça nous a marqué, on l'appelait Tanyambi. Et beaucoup de prêtres ont pris le modèle du partage de la sacerdotalité. C'est fondamental. Un prêtre intelligent, un grand prêtre qui fait des miracles. Tu fais les miracles là comment? Tu ne pries pas avec les autres, tu fais les miracles. Donc pour moi, la communion sacerdotale est fondamentale. Pour qu'on ne soit pas des prêtres, il y a la vocation seule, oui, on a la vocation, mais il y a la communion et la circulation de la vocation. Bon, les autres défis, la famille et tout cela, et ce sont des éléments, il y a des défis ajoutés. Hein. Aujourd'hui, on parle du synode. Oui, la synodalité, c'est le vivre ensemble là, qui devient donc partagé. Et puis bon, parfois on critique les évêques, nous les prêtres, on aime très vite critiquer les évêques. Mais quand tu es curé, tu es un écraseur et tu critiques l'évêque. Et quand tu es aumônier, tu es écrasant. Donc, c'est un truc de synodalité, c'est-à-dire que la synodalité est née dans le contexte là où le pouvoir est toujours partagé et le pouvoir est avant tout un service. Je disais à Monseigneur, qui m'excuse de révéler cela, je disais à Monseigneur, non, j'ai rencontré un évêque, donc Monseigneur l'archevêque, qui a dit que je suis l'entonnoir de l'Esprit Saint. L'évêque était surpris, j'ai dit non. C'est le raisonnement de certains évêques qui ne comprennent peut-être pas l'épiscopat, non, le sacerdoce et la vie chrétienne. Personne, sauf le Christ, peut être l'entonnoir. Parce que l'entonnoir, c'est lui qui contient. Oui, donc, il faut cette décentralisation de la puissance. Il est un prêtre puissant. La BSTV est puissant. Non, c'est faux. Tu n'es pas puissant. C'est le Christ qui est puissant. Nous sommes puissants. Mais j'ai aussi des capacités. Moi, j'ai la force de la recherche. J'ai été travaillé, formé pour cela. Et ma recherche aide les autres. Donc, pour moi, ce qu'on appelle la communion des compétences, la communication des compétences, la synodalité, donc, la participation. Et ça, j'ai un point d'honneur de l'Église du Gabon, devient fondamental. Et donc, comme je disais, j'ai vu des gens chanter, mes étudiants chanter, faire des solos. Ça donne le goût. Mais il faut structurer. Donc, l'un ou l'autre défi pour finir à ce niveau-là, le défi structurel et infrastructurel. On a besoin de structures. Bien sûr. Vraiment, des structures concrètes. Vraiment, chapeau à l'Église du Cameroun. Hein, et à l'Église du Gabon, il y a des structures qui vont... Structure Radio Maria et Radio Sainte-Marie Radio Maria, structure propre, normale, oui, c'est cela. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on travaille. J'ai écrit dans un article sur l'Église du Congo la textualité. Il faut les textes des groupes, non pas des textes, non. Les textes réglementaires, les contrats des mamans, la maman de la cuisine doit avoir un contrat signé. Donc c'est lié à la patrimonialisation, les patrimoines, on doit savoir qui a le bien de l'Église, comment. Donc, ce sont des éléments à mettre en place. Et il n'a pas parlé aussi du défi de la spiritualité, et qui est important, on va discuter cela. C'est-à-dire que j'ai vu au Gabon, je vois, les gens prient beaucoup, c'est important. Il faut canaliser cela. Il faut qu'on ait des maîtres spirituels. Au Congo-Brazzaville et dans certaines églises d'Afrique noire, il y a ce qu'on appelle les 9 grottes. Mais il y a des prêtres qui ont refusé cela. Moi, j'ai écrit à certains aînés, et j'ai écrit aussi dans l'article, j'ai dit non. Un aîné m'avait dit, la majorité des spiritualités sont nées parallèlement à l'Église. Des spiritualités. Donc, qu'est-ce que l'Église fait? Reprend les spiritualités et donne le vrai fondement évangélique. Les 9 grottes, les gens font 9 grottes pour prier. Ils ont des résultats concrets. Il y a des musulmans qui font les 9 grottes à Brazzaville. Des protestants, parce qu'ils sont partis prier, ils ne mettaient pas au monde, ils mettent au monde. Coïncidence, oui. Mais les chrétiens, les pasteurs ramènent et
Alors le dernier défi, c'est le défi de la pastoralité intellectuelle. C'est ceci, hein. Bon, il y a d'autres défis, je vois. La pastoralité intellectuelle, moi, je propose, et je vais proposer aux amis, et qu'il y a un centre de recherche africain, dans centre africain de recherche sur la théologie et la pastorale, donc dans l'assise au Gabon. Parce que le Gabon était, toi peut-être tu ne le sais pas, je te l'ai dit, c'était l'église mère au niveau intellectuel. En effet. Au niveau d'Afrique centrale, il y a eu des défis, il y a eu des persécutions et des difficultés. Maintenant, nous sommes à la nouvelle configuration de la pastoralité intellectuelle du Gabon, avec les petits génies que je déniche. Donc, il est temps, par exemple, M. Vedgar a écrit un livre, quelqu'un a écrit un opuscule de spiritualité, quelqu'un a écrit quelque chose sur la vision de la radio. Il faut qu'il y ait une téléguidation par des personnes qui portent cette pastorale à travers un centre. Ça ne sera pas compliqué. Un centre là où il y a, bon, on aurait une conférence, pas seulement une conférence ponctuelle sur telle semaine. Il y a déjà des choses. Saint-Augustin fait des conférences. On conglomère les forces pour qu'on ait. C'est ce que l'Église du Congo démocratique a fait, qui nous aide. Donc pour moi, ce sont des défis qui ne sont pas finis. Il y en a plusieurs. Mais on doit aller à chaque église. Il y a les défis politiques au Gabon. Que dire? Quelle est la parole publique de l'église? Il y a le défi écologique. Le Gabon est une réserve écologique mondiale. Comment donc, à partir de la vision de Laudato aussi, des prêtres, des religieux, des laïcs du Gabon vont faire quelque chose. Institut, c'est pas centre Laudato aussi. Donc, ce sont des défis, mais il faut la priorisation, la vision et la conglomération autour de l'épiscopat, parce que on ne fait pas des choses sans les évêques, ça c'est pas possible, et ils nous donnent le temps et on travaille. Donc c'est un peu des idées comme ça, peut-être c'est un peu embrouillé, mais pour moi ce sont des défis concrets pour l'église d'Afrique en général et du Gabon en particulier. Merci beaucoup, mon père. Vous savez, on ne peut pas terminer ce listing, cette énumération des défis de l'Église du Gabon sans parler du défi de la communication. Oui. Et justement, en parlant du défi de la communication, nous devons souligner que depuis que Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, est arrivé comme pasteur propre de l'archidiocèse de Libreville, il a mis un grand accent dans la revalorisation justement de cet aspect dans l'archidiocèse. D'où ce projet de mutation, de transformation de Radio Sainte-Marie qui a célébré il y a un an, voilà, c'est sa 30e bougie. Voilà, donc Radio Sainte-Marie deviendra Radio Maria Libreville, qui est, comme vous le savez, une radio catholique la plus grande, la radio catholique mondiale, voilà, présente dans tous les 5 continents, qui est née en Italie. C'est cette radio qui va poursuivre les missions que Monseigneur l'archevêque émérite, Monseigneur Basile Vengon, avait déjà initiées lors de sa fondation. Pour vous donc, mon père, en suivant ce projet, cette mutation, vous voyez notre bâtiment est en plein travaux. Quels peuvent être les apports de Radio Maria, du monde de la communication ecclésiale en général pour l'Église au Gabon? Avant de commencer, moi je connais Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, hein, c'est un collègue qu'on connaissait, on a fait le séminaire ensemble. Nous on avait un petit nom, hein, on l'appelait les Zips, parce qu'il était dans la discipline. Et bon, ça a disparu, hein, mais au moins, Monseigneur Jean-Patrick est un homme de la vision et de la discipline, plus discipliné que moi, parce que moi au séminaire, j'étais un peu... Je n'avais pas fait le petit séminaire, donc je ne comprenais pas encore très bien le séminaire. Donc, Monseigneur, c'est un homme de la vision et je le vois, je suis venu ici une autre fois le rencontrer. Il n'était pas évêque, mais la vision qu'il me présentait était un peu futuriste. Et donc, je ne suis pas surpris par cette vision de la communication, parce que la communication est le socle de la transmission de la foi. Le socle de la transmission, dans un contexte où il y a la multicommunication, il y a la décommunication, donc désinformation, il y a l'anticléricalisme communicationnel. Ce projet de Monseigneur Jean-Patrick
initié déjà par l'ancien archevêque qui a reçu une vision liée au début de son temps, Monsieur Basile, devient substantiel, essentiel. Alors, ce projet, comme vous l'avez dit, a une dimension infrastructurelle. Bien sûr. Et on ne va pas faire toutes les structures maintenant, c'est pas possible. Les infrastructures ne vont pas être France 24, je ne sais pas quoi, ou Africa 24. On va essayer. Mais nos bienfaiteurs, nos amis, Radio Maria et consorts, doivent nous aider concrètement à concurrencer les plus grands. Parce que c'est un domaine de concurrence. Au niveau donc infrastructure, l'infrastructure de la radio, je parle, la Radio Maria à l'antenne, là c'est 50 km. Hein, 50 km, ça peut être le rayon, oui, peut être 100 km, 200 km. Je parle, c'est à 200 km, on m'écoute. Bien sûr. Voilà, donc ce sont des éléments concrets, au niveau infrastructure, au niveau du matos, pour parler comme les gens de matos. Il y a le niveau structurel, donc de l'organisation. Au niveau organisationnel, on doit copier les méthodes, comme je l'ai dit, de Radio Maria, et tropicaliser. Au niveau donc structurel, il y a les niveaux que moi j'aime dans toute structure heuristique et formationnelle, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des gens formés. Je disais à quelqu'un, j'aime bien le directeur de la radio, mais il n'est pas journaliste de formation. Donc, c'est concret. Exactement. Et le journaliste, le directeur, il y a des techniciens. J'ai été très content de voir qu'il y a des ingénieurs, on les appelle des ingénieurs du son. Donc, les metteurs sont des ingénieurs. Hein. Alors, il y a donc des séances d'expertise. Et la technique de ceux qui n'ont pas le premier métier, c'est, je vais à un séminaire, 2 semaines, on fait venir quelqu'un qui nous apprend des choses concrètes. Donc, ça, c'est au niveau heuristique. Donc, la recherche et la formation. Et au niveau formationnel, donc, au niveau communicationnel, les codes déontologiques universels, les codes déontologiques africains et gabonais. Parce qu'il y a la loi de la communication au niveau du Gabon, on doit la respecter. Il y a un conseil certainement de communication qui a donné des orientations officielles. On ne doit pas outrepasser, tout en gardant notre structuration religieuse. Maintenant, le travail pastoral est immense. La capacité participative de l'Église locale doit être présente. Il y a l'expertise, votre expertise, vous êtes les experts. Mais il y a le peuple. Les peuples sont toujours les premiers experts. Il ne faut pas vous y tromper. Ils n'ont pas l'expertise de la communication, ils ont l'expertise de la foi et du témoignage. Donc, par exemple, à Pointe-Noire, à Radio Maria, il y a les messes avec le groupe. Il y a le marathon. Donc, le marathon de Radio Tonne. Donc, tu vas mettre ça en place. Oui, Mariathon, oui. Mariathon. Donc, les fidèles de Libreville, chacun va donner 500. Et les fidèles de Koulamoutou, que j'aime maintenant, les fidèles de Port-Gentil, 500 seulement. 600, si on est 600 ou 1000, 2000, 10 000, 500. Télémarathon, c'est concret, c'est de l'argent qu'on n'a pas volé, ça va aider aux choses. Donc les défis sont immenses avec l'impulsion et la collaboration au niveau de la conférence épiscopale, ceux qui s'occupent des médias, et aussi de cette relation avec le Vatican au niveau communicationnel. Et aussi permettre à tes collaborateurs de faire un tour à Paris, de faire un tour à Rome, et d'apprendre aussi les langues, parce que nous avons la faiblesse des langues. Donc moi je crois que c'est une radio futuriste, puisqu'il y aura des radios Maria aussi ailleurs. Oui, Ça commence. Le projet est de s'étendre à toute l'étendue du pays. Je remercie l'archevêque, je remercie la conférence épiscopale, et je vous remercie de ce travail. Quand on consomme, comme je dis, la recherche, quand on consomme le travail, c'est facile. Mais pour le produire et de haute qualité, c'est difficile. Je remercie aussi mon ami Serge. Hein? Oui, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui est le coordonnateur des médias catholiques de l'archidiocèse. Il a fait un travail avec beaucoup de patience parce qu'il n'avait rien au départ. Je crois qu'il y a une stabilisation. Il faut donc, je suis très content, les nouveaux moyens de communication, les mettre en exergue et peut-être les nouveaux territoires de la communication. Essayer de voir quoi, la communication mobile, bon, ça va venir, hein, il faut mettre ça dans ton projet. La radio de communication, vous allez dans un village, faites un reportage. Donc, ce sont des éléments. Mais d'abord, la structure et donc l'infrastructure et la structure. Mon père, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Merci pour ces belles paroles pour nous et pour nos auditeurs et auditrices.
nous allons précieusement les garder. Et pour terminer, nous allons vous proposer une petite action. Vous allez choisir un nombre entre 1 et 25. C'est en fait, vous allez tirer la parole que vous allez commenter. Peut-être qu'elle va vous guider pour le reste de votre séjour ici à Libreville. Donc, vous devez simplement choisir un nombre entre 1 à 25 qui correspondra à un verset biblique. Bon, 17. 17. Très bien. Très bien. Donc, 17, nous sommes à Galates, chapitre 2, verset 20. Donc, j'ouvre rapidement mon application biblique. Voilà. Galates. Voilà, Galates, chapitre 2, verset 20. Bien. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Commentaire, mon père. Bon, c'est le témoignage de celui qui Bon, si j'étais philosophe, je sais déparadigmatiser. C'est-à-dire qu'il a quitté le paradigme du soi, il est passé au paradigme du Christ. C'est-à-dire que c'est une déterritorialisation de l'être chrétien. L'être chrétien vit, il est dans le Christ. Et c'est un défi. C'est difficile. C'est difficile d'avoir... Et ça rejoint ce que je disais, un défi pour un universitaire prêtre, c'est la prière. Il faut prier. Mais il ne faut pas seulement connaître toutes les équations. Donc ce défi-là, c'est-à-dire que ne pas oublier que la croix est là. Et elle est fondatrice de notre espérance chrétienne. Cette croix porte vers la résurrection. Et il y a ce lien donc au Christ qui est fondamental pour le chrétien en général, le prêtre en particulier. Et il faut avoir l'espérance, quoi. On vit avec le Christ et il y a des surprises, Ça veut dire qu'on ne vit plus avec les fétiches, parce que moi je vois des gens, ils ont des grosses fétiches, des gros fétiches là, ils sont forts. Non, il n'y a pas de batterie. La batterie c'est le Christ. La batterie du chrétien, qui est ministre chrétien, ta batterie c'est la prière. Mais il faut y croire. Il y a une puissance là-bas. La statuette de Marie a une puissance. Donc c'est comme ça que moi je vois ce verset qui est tiré de Saint Paul aux Galates. Mon père, merci beaucoup pour ces belles paroles, ces sages paroles. Très chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Marie à Libreville, je vous remercie d'avoir été avec nous durant cet entretien donné avec le père et le professeur Don Steve Gaston Bobongo. Il est prêtre du diocèse de Pointe-Noire en République du Congo, donc Congo-Brazzaville. Il est professeur de philosophie, 3e grade, et doyen ad interim et coordonnateur du premier cycle, licence en philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun à Yaoundé, campus de Colbison. Il est expert scientifique, auteur, et malheureusement, c'est vraiment dommage que nous ne vous ayons pas présenté son dernier ouvrage, voilà, dont le titre est « Penser l'Afrique avec Marcus Ndogmo et Kamana, perspective et horizon ». Pour ceux qui le veulent ou qui peuvent l'acquérir, le professeur est encore là au Gabon pour quelques jours. Mais sinon, vous devrez aller jusqu'à Yaoundé, aux presses de l'UCAC, pour vous procurer cet ouvrage. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Restez connectés sur les programmes de Radio Sainte-Marie, future Radio Marie à Libreville. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur nos antennes. Merci. Radio Sainte-Marie sur 99 FM, la fréquence de l'espérance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Viens et suis-moi, je t'appelle par ton nom. Je veux faire de toi le témoin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le